Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire organisé par PRH Solutions. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau moment d'échange et de partage sur un des sujets les plus sensibles du droit social, la gestion du temps de travail, horaire, dépassement, temps partiel, forfait, annualisation. Derrière ces notions, en fait, se cachent de véritables enjeux juridiques, organisationnels et humains. Je suis Alexandre Quétu, en charge d'animer ce webinaire aux côtés de notre équipe d'experts qui va aujourd'hui décrypter tous ces dispositifs. À la présentation, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Margalejo, donc qui est juriste spécialisée en droit social au sein de notre service conseil. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Déborah Iglesias, qui est également juriste au sein de notre service conseil, qui sera en back-office pour répondre à toutes vos questions en direct. Bonjour Fanny. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Déborah, excuse-moi. Je suis en train de vérifier où est-ce qu'on en est au niveau des connexions. C'est toujours en train de se connecter. Alors peut-être en avant-propos, hein, avant de commencer, quelques points pratiques donc, sur le format de notre événement. On a vraiment favorisé l'interactivité et vous avez la possibilité en fait de poser vos questions directement à nos experts à tout moment. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer en fait en haut de votre écran dans le menu QR donc pour questions-réponses. Vous posez votre question à cet endroit-là et bien sûr, Déborah vous répondra en direct. Et à la fin du webinaire, on ouvrira une session de questions-réponses pour répondre en fait à toutes les questions sur lesquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre en direct. Donc, je vois que j'ai encore des participants qui sont en cours de connexion. Je vous propose d'abord peut-être de détailler les 5 grands thèmes en fait de notre sommaire. Euh, on va débuter donc avec les thèmes des durées maximales de travail et des heures supplémentaires. Ensuite, on va aborder le cas particulier des temps de pause et des temps de déplacement. On fera un focus également donc vous voyez, sur le temps partiel. Évidemment, nous évoquerons l'annualisation et la flexibilité du temps de travail. Et enfin, on terminera avec 2 modes de gestion de temps de travail un peu particuliers, les forfaits heures et les forfaits jours. En introduction, je voulais également apporter quelques repères historiques, en fait, pour mieux comprendre les évolutions du temps de travail. Globalement, la durée du temps de travail annuel en France a diminué de 23% depuis 1950. Alors, cette baisse du temps de travail est expliquée par des grands changements majeurs, les 4 puis 5 semaines de congés payés, donc votés en 1969 et 1981. À partir des années 90, c'est vraiment l'accroissement du recours à l'activité partielle qui explique cette diminution du temps de travail. Et puis plus récemment, en fait, le passage aux 35 heures en 2002 porté par Martine Aubry. Donc, suite au passage aux 35 heures, la durée du travail s'est stabilisée en France. Les législateurs ont préféré en fait assouplir le dispositif des 35 heures et non plutôt en fait ils n'ont pas voulu justement assouplir le dispositif des 35 heures. Ils ont préféré plutôt mettre en place en fait des mesures incitatives sur le recours aux heures supplémentaires sans vraiment toucher à la durée légale du travail qui reste à 35 heures hebdomadaires. Donc voilà pour la parenthèse historique. Je vois que tout le monde est maintenant connecté. On va pouvoir en fait ouvrir avec notre premier chapitre, donc consacré à un point essentiel, les durées maximales de travail et les heures supplémentaires. Alors, combien de temps peut-on faire travailler un salarié en France légalement? Vous allez le constater, la réglementation donc, encadre strictement donc, la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail. Mais dans les faits, savez-vous réellement jusqu'où vous pouvez aller et surtout comment gérer les heures supplémentaires sans risque? On vous éclaire maintenant sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Ah, oui, Avec toi, Fanny. oui, tout à fait. Du coup, alors effectivement, il faut savoir qu'il y a des durées maximales de travail et donc il y a 2 durées maximales de travail, donc la durée maximale quotidienne, journalière et la durée maximale hebdomadaire, donc sur une semaine. Nous allons aborder tout d'abord la durée maximale quotidienne, donc cette durée, elle est de 10 heures par jour. Un salarié ne peut pas, effectuer un travail, effectif plus de 10 heures par jour, sauf, dérogation. Donc ça peut être une dérogation via un accord, de l'inspecteur du travail, ou, des urgences qui sont liées à un surcroît, temporaire d'activité.
Il peut également y avoir un cas de dérogation prévu par la convention collective, mais dans ces cas-là, la limite sera de 12 heures maximum. Donc, à côté de cette durée maximale quotidienne de 10 heures, il y a également une durée maximale hebdomadaire. Donc, cette durée maximale est de 48 heures sur une même semaine. Donc, ça, c'est la première limite que vous devez impérativement avoir en tête. Je ne fais pas travailler mon salarié plus de 48 heures par semaine. Et la deuxième limite est la suivante. Donc, c'est 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Voilà, 44 semaines 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Donc là, c'est important de faire le suivi pour être sûr que vous respectez cette obligation-là. Il y a également des cas de dérogation qui sont liés à des circonstances exceptionnelles ou à un surcroît exceptionnel d'activité. Et dans ces cas-là, il faut faire en amont une demande à l'inspection du travail pour déroger à cette durée maximale hebdomadaire. Donc, ce qui se fait concrètement, c'est que vous allez envoyer un courrier en recommandé à l'inspection du travail, expliquant le contexte, expliquant pourquoi vous êtes amené à avoir ce besoin-là. Et l'inspection du travail vous répondra, vous autorisera par écrit à déroger à la durée maximale hebdomadaire dans la limite de 60 heures, donc maximum. Donc là, il faut vraiment faire attention. Vous recevez en amont l'autorisation de l'inspection du travail et vous n'êtes pas seul juge, pour déterminer que vous êtes, face à des circonstances qui justifient le dépassement de sa durée maximale, hebdomadaire. Concernant la définition des heures supplémentaires, donc, est une heure supplémentaire toute heure qui va être effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures. Il y a des catégories de salariés qui ne sont pas concernés par les heures supplémentaires et donc ce sera les salariés au forfait jour. On étudiera le forfait jour, tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, la notion d'heure pour ces salariés n'existe pas. On parle en journée de travail et pas en heures, donc encore moins, d'heures supplémentaires. Il y a également, la population des cadres dirigeants. Donc cette catégorie de salariés, n'est pas concernée par les heures supplémentaires, tout simplement parce qu'ils ne sont pas concernés par le régime relatif à la durée de travail. C'est une catégorie de salariés tout à fait, spécifique, qui ne, peuvent pas faire effectivement des heures, supplémentaires. C'est tout à fait étranger. Les heures supplémentaires, sont effectuées à la demande de l'employeur. Ça peut être une demande qui elle peut être écrite ou orale. C'est-à-dire, donc ça va pas être un salarié qui peut, finalement à la fin de la semaine, le vendredi, vous dire: «Bon, bah, en fait, j'ai estimé que j'avais des heures supplémentaires à faire et j'en ai fait, 5 heures, j'ai fait 5 heures d'heures supplémentaires, cette semaine». Voilà, ça doit venir de l'employeur ou du manager, qui constate une charge de travail, qui nécessite, d'effectuer des heures supplémentaires. L'activité le justifie et donc il va demander en amont à son salarié de faire des heures. Ça peut être le salarié aussi en cours de semaine qui constate qu'il y a une activité importante, qu'il a des dossiers, à gérer, de manière conséquente cette semaine-là et donc il va demander à son employeur l'autorisation de faire des heures supplémentaires qui sont tout à fait justifiées. Les heures supplémentaires doivent se faire dans la limite d'un contingent annuel. Le législateur fixe ce contingent à 220 heures, par salarié et par an. Ce contingent peut être fixé également par la convention collective ou un accord d'entreprise. Donc il faut être toujours vigilant et vérifier si les textes conventionnels ne prévoient pas de dispositions en la matière. Quand on fait des heures supplémentaires, ces heures, elles vont être majorées. Donc, les règles sont les suivantes, les règles légales. Il s'agit donc d'une majoration de 25% pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine, donc de la 36e heure à la 43e heure. Pour toutes les heures qui vont être effectuées
Au-delà, elles seront majorées à hauteur de 50%. La majoration des heures supplémentaires peut être fixée par convention collective ou un accord d'entreprise. Mais le législateur met une limite. La majoration, lorsqu'elle est fixée par un texte conventionnel, ne peut pas être en deçà de 10%. La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée. En effet, au lieu de prévoir une contrepartie financière, eh bien, on va prévoir une contrepartie sous forme de repos qu'on appelle le repos compensateur équivalent de remplacement. Attention, ce repos compensateur de remplacement, doit être, s'inscrire dans un cadre juridique et ne peut être assimilé à la pratique selon laquelle un employeur et un salarié, par exemple, constatent qu'1 heure a été faite en plus, cette semaine et l'employeur va dire à son salarié: «Bon, ça a été un peu vous avez fait 1 heure en plus cette semaine, on se met d'accord de manière informelle, la semaine prochaine, vous quitterez, votre travail, vous partirez le vendredi 1 heure plus tôt. Ce n'est pas un repos compensateur de remplacement. Pourquoi? Parce qu'un repos compensateur de remplacement, déjà, s'inscrit dans un cadre tout à fait spécifique, donc il doit être prévu notamment aussi par la convention collective ou un accord d'entreprise et en fait, 1 heure n'est égale pas une heure d'heures supplémentaires ne vaut pas 1 heure de repos, mais vaut 1 heure majorée, donc 1 h 25. Donc là, il faut être vigilant, il faut mettre ces heures dans un compteur et ne pas oublier la majoration qui va en résulter. De la même manière, le repos compensateur ne peut être assimilé au RTT. Souvent, on voit une confusion sur ces 2 notions, mais ce n'est pas du tout, la même chose, le même régime juridique. En effet, les accords, de réduction du temps de travail pouvaient être signés avant 2008. Désormais, on ne peut plus mettre en place des accords de réduction du temps de travail et auparavant donc, même s'ils ont été signés en 2008, ils restent toujours applicables à ce jour, hein, ça par contre, c'est tout à fait possible. Mais 1 heure effectuée en plus de 35 heures équivaut à 1 heure de réduction du temps de travail. On voit bien que c'est différent puisque le repos compensateur, ça serait 1 heure majorée avec les 25. Donc là, faut être vigilant sur ces 2 notions qui sont tout à fait différentes. Ah, merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. On va pouvoir passer donc au 2e chapitre. Un autre sujet souvent assez flou dans la pratique, donc c'est les temps de pause et les temps de déplacement. Alors est-ce que c'est un temps de travail effectif? Comment les intégrer efficacement et surtout pour bien respecter en fait la loi? Cette partie justement va vous permettre de distinguer, bah, les idées reçues de la réalité juridique. Oui, tout à fait. Donc, nous allons aborder les temps de pause et les temps de déplacement. Donc, tout d'abord, concernant les temps de pause, donc, sauf disposition conventionnelle plus favorable, un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives doit être accordé au salarié dès lors que son temps de travail quotidien atteint les 6 heures. Donc ça, c'est obligatoire, c'est une obligation légale et il est impératif de la respecter. Pourquoi? Si vous ne respectez pas cette obligation-là et que par la suite, bah, votre salarié est victime d'un accident du travail, votre responsabilité, elle pourrait être très bien engagée au titre de votre obligation de sécurité. On pourra percevoir un manquement puisque vous-même n'avez pas respecté l'obligation légale, de ce temps de pause obligatoire. Le temps du déjeuner, également, qui s'intercale entre 2 périodes de travail effectif, est un temps de pause. Ce n'est pas 1 heure de travail effectif, ce ne la fait pas partie, du temps de travail en tant que tel. Donc si un salarié commence, à 8 heures du matin, et part à 16 heures, en fait, on ne pourra pas estimer qu'il fait 8 heures dans sa journée, il fait que 7 heures puisque s'il a 1 heure pour manger entre midi et 2, il n'est pas rémunéré, ce n'est pas du temps de travail. Concernant les temps de déplacement, donc c'est des temps qui sont souvent, un peu compliqués à appréhender.
Il faut savoir que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Donc, qu'est-ce qui va découler de cette règle-là? C'est que le temps de déplacement professionnel ne sera pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires, par exemple. Ça, c'est important de le savoir. De même, les 11 heures de repos consécutives, quotidiennes obligatoires ne ne n'ont pas, à être respectées suite à un temps de déplacement. Donc par exemple, mon salarié, rentre de son déplacement, je n'ai pas à attendre, qu'il ait ses 11 heures de repos consécutifs pour le refaire travailler le lendemain, matin. Toutefois, attention, parce qu'effectivement, si mon salarié a eu un grand déplacement à faire, qu'il est rentré à 2 heures du matin, et que le lendemain, je lui demande de reprendre le travail, à 6 heures du matin et qu'il y a un accident, qu'il est victime d'un accident de travail, moi, en tant qu'employeur, je suis tenue par une obligation de sécurité et on pourrait, potentiellement, chercher, on pourrait me reprocher le fait quand même de ne pas avoir permis à mon salarié de se reposer entre, la fin de son déplacement et le début de son travail. Donc là, il faudrait, faire, voilà, être vigilant sur cette notion-là et que le salarié permettra au salarié de reprendre en toute sécurité, le travail, reposé. Donc il faut savoir aussi que ce temps de déplacement, ce n'est pas du temps de travail effectif, d'accord, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie, elle peut être soit financière, soit sous forme de repos. Donc là, la difficulté, c'est que en tant qu'employeur, on est libre de déterminer cette contrepartie, mais le législateur ne nous donne aucune indication. La seule chose qu'on doit savoir, c'est que cette contrepartie ne doit pas être dérisoire. Donc ça, c'est la difficulté. Qu'est-ce qu'une contrepartie dérisoire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Certaines sociétés, pratiquent l'usage, par exemple, de fixer cette contrepartie à hauteur du taux horaire à la moitié du taux horaire du salarié. Donc, taux horaire divisé par 2, donc c'est la contrepartie associée à 1 heure de, déplacement. Donc par la suite, il faut savoir également que ce temps de déplacement professionnel, s'il, coïncide avec les horaires habituels du salarié, eh bien, ça ne doit entraîner aucune perte de salaire. Si mon salarié, par exemple, travaille de, 8 heures à midi et de 14 heures à 16 heures et qu'il a un déplacement qui coïncide à, ces horaires-là, eh bien, il ne doit pas, ces déplacements ne doivent pas entraîner une diminution, de son salaire. Donc voilà, ça c'est important et je reviens sur cette notion de déplacement, temps de déplacement qui n'est pas du temps de travail effectif. Je souhaite, préciser que si pendant ce temps de déplacement, le salarié doit répondre à des mails, travailler sur des rapports, contacter les clients par téléphone, répondre au téléphone quand l'employeur appelle, eh bien, on considère que ce n'est plus du temps de déplacement, mais que c'est du temps de travail effectif. Ça peut tout à fait être le cas si, le salarié se déplace, par exemple, en train. Donc, il faut être vigilant aussi, à, cette situation-là. Bah, merci Fanny, c'était très clair. J'espère que ça l'est pour vous également. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions donc à tout moment donc à Déborah et à Fanny, tout ça. Pour cela, vous avez l'onglet QR en haut de votre écran donc pour questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà une première question qui est arrivée. On va pouvoir en fait ouvrir notre troisième chapitre, donc le recours au temps partiel qui n'est pas qu'une simple réduction d'horaire. En fait, il implique vraiment des règles particulières en matière de durée minimale, de gestion des heures complémentaires et de rédaction de contrat. Alors, le point tout de suite sur les obligations à respecter pour éviter tout risque de litige ou de requalification.
Donc le temps partiel, déjà, on va préciser, qu'est-ce qu'est le temps qu'est-ce que du temps partiel? Donc le temps partiel, c'est lorsque le salarié travaille moins, de 35 heures, donc durée légale de travail. Un salarié à temps partiel peut travailler 30 heures, 25 heures, il y a une exigence sur la durée de travail hebdomadaire, d'un salarié à temps partiel. Il faut respecter une durée minimale de travail. En effet, un salarié à temps partiel ne peut pas travailler moins de 24 heures par semaine ou 104 heures, pour une durée mensuelle équivalente. Ou une durée même équivalente, finalement, en cas de répartition de la durée de travail, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Heu, il y a des possibilités de dérogation, et donc d'avoir une durée de travail, hebdomadaire qui soit inférieure à 24 heures, et donc ça va, correspondre aux situations suivantes. Ça sera le cas lorsque le salarié, a des contraintes personnelles, est confronté à un cumul d'activités ou doit poursuivre ses études. Donc finalement, les cas de dérogation existent pour répondre à un besoin du salarié. Et nous, ce qu'on recommande au sein du service, conseil, c'est toujours de s'assurer en tant qu'employeur, lorsque vous embauchez un salarié avec une durée minimale inférieure à 24 heures, et bien, de vous assurer d'avoir un écrit, de demande de dérogation signé par le salarié qui s'inscrit dans, l'une des 3 situations, citées précédemment. Donc il faut avoir ce document écrit avant la signature du contrat de travail. Donc ça, c'est important. Si le salarié ne se sent pas, à l'aise pour rédiger, ce courrier-là, nous, on a pour habitude aussi de fournir des modèles. Le salarié signe, vous conservez précieusement ce document-là et vous vous assurez d'être en totale conformité avec les dispositions légales. Donc un salarié, à temps partiel, peut être dans une situation où, il va effectuer des heures complémentaires parce que l'activité, le nécessite. Donc, un salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires à hauteur de 1/10 de la durée contractuelle, hebdomadaire ou, mensuelle de travail, voilà, qui a été prévue dans son contrat de travail. Donc ça, c'est important d'avoir en tête cette limite-là de 1/10. Cette limite peut être portée à 1/3, mais uniquement si la convention collective, ou un accord d'entreprise le prévoit. Donc là, vigilance, j'ai toujours en tête cette limite de 1/10. Je vais vérifier, dans ma convention collective si le texte me prévoit d'aller au-delà. Mais dans tous les cas, même si elle prévoit d'aller au-delà, je ne pourrai pas aller au-delà de 1/3. À défaut, de convention ou d'accord, le taux de majoration, des heures complémentaires est fixé à 10 pour chaque heure complémentaire qui sera effectuée dans la limite de 1/10. Et si, ma convention collective me permet d'aller au-delà et de porter cette durée à 1/3, de la durée contractuelle, eh bien, je dois majorer, les heures complémentaires à 25 entre, voilà, pour les heures qui auraient été accomplies au-delà de 1/10 et jusqu'à 1/3. Donc voilà, et attention, c'est bien une rémunération dont on parle, une rémunération qui est majorée, mais contrairement aux heures supplémentaires, il n'est pas possible d'attribuer un repos compensateur de remplacement pour des heures complémentaires, dans le cadre du temps partiel. Si, en tant qu'employeur, j'ai un salarié, qui travaille à temps partiel, je lui ai fait faire des heures complémentaires parce que l'activité le justifiait, mais je me rends compte que finalement, j'ai une activité qui est finalement encore plus importante. J'ai besoin d'aller au-delà de ces heures complémentaires, et bien dans ces cas-là, je peux recourir au complément d'heures, et ce complément d'heures, il faudra le formaliser par un avenant au contrat de travail qui va permettre d'augmenter temporairement la durée contractuelle du salarié. Les heures, effectuées au-delà
de la durée qui aura été déterminée dans cet avenant seront des heures complémentaires et contrairement au régime normal, elles seront majorées directement à 25%. Attention, vraiment attention, le complément d'heures n'est possible que si la convention collective ne le prévoit. Ne vous aventurez pas à faire un avenant temporaire un de complément d'heures pour augmenter temporairement, la durée de travail de votre salarié à temps partiel si les dispositions conventionnelles ne le prévoient pas. Dans ce cas-là, nous, au service conseil, ce qu'on préconise, c'est de faire signer à votre salarié un avenant définitif pour augmenter définitivement la durée de travail de votre salarié et par la suite, de re-signer un avenant définitif, pour réduire et revenir à la situation initiale, et donc réduire la durée de travail qui aura auparavant été augmentée. Donc, je prends un exemple, mon salarié à temps partiel travaille 25 heures. Et bien, je vais signer un avenant définitif, pour, le passer à 34 heures et par la suite pendant 6 mois et par la suite, je lui referai signer un avenant définitif pour, le faire revenir à 25 heures. La seule difficulté, qui résulte de cette pratique, c'est, si le salarié ne veut pas re-signer par la suite un avenant au contrat de travail pour réduire, sa durée, de travail. Mais cette pratique-là, cet usage vous permet, de répondre quand même aux obligations légales et de ne pas vous mettre en danger, en tant qu'employeur. Il y a d'autres pièges à éviter qui concernent le temps partiel et qui sont très, très, très faciles. C'est très facile de tomber dedans. C'est, surtout un temps partiel ne doit jamais travailler 35 heures sur une semaine. C'est non négociable, il faut être très vigilant, sur ça. Donc si un salarié à temps partiel ne peut pas travailler 35 heures par semaine, il peut encore moins effectuer des heures, supplémentaires. Ce n'est pas possible. Sur un bulletin de salaire, nous ne pouvons pas avoir, de mention heures supplémentaires, pour un salarié qui travaille, à temps partiel. Le risque juridique, il est le suivant, c'est une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et tout ce qui est rattrapage de salaire, qui voilà, qui va en découler. Si vous avez embauché votre salarié, pour une durée, contractuelle de 24 heures et qu'il y a une requalification du contrat à 35 heures parce qu'il a travaillé une seule semaine à 35 heures, voilà, ça fait mal. Donc il faut être très, très vigilant, pour éviter de faire travailler vos salariés à temps partiel à 35 heures. Ça, on insiste vraiment là-dessus, c'est important. Merci beaucoup donc, pour ces risques à éviter, Fanny. On va passer donc, au quatrième chapitre. De plus en plus d'entreprises, en fait, cherchent de la flexibilité avec l'annualisation donc, du temps de travail pour répondre à des hausses ou des baisses d'activité. Alors oui, cette flexibilité du temps de travail est possible, mais là encore, cela suppose un cadre très précis, accord collectif, programmation, suivi. On va vous détailler, en fait, toutes les conditions indispensables pour une mise en œuvre conforme. Oui, tout à fait. Alors l'annualisation du temps de travail, un dispositif qui est très pratique, mais qui peut être un peu complexe. Déjà pour illustrer, ce régime, qui peut vous sembler, pour certains étranger, on partage avec vous une image. Donc c'est une glace, parce qu'on prend l'exemple, pour illustrer cette annualisation du temps de travail d'un glacier qui va connaître une activité particulièrement importante, en période estivale et en période hivernale finalement, on mange pas beaucoup de glace donc il y aura pas une suractivité, ça sera une période de basse activité. Donc vraiment, l'annualisation est opportune, dès lors qu'une entreprise connaît des activités qui peuvent varier, donc qui montent, qui descendent, au cours de l'année. L'intérêt de l'annualisation, c'est quoi? Eh bien, c'est de répartir la durée de travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à 3 ans.
Pourquoi? Parce que ça évitera à l'employeur, de devoir, faire des heures supplémentaires à leurs salariés. Par exemple, je reprends, notre glacier, qui, va embaucher des salariés pour toute, voilà, pour des contrats qui vont durer sur toute l'année, en CDI. Et bien l'été, il peut avoir une durée, de travail, qui va, être très importante et pourtant en hiver, et voilà, l'été, il pourrait y avoir une durée de travail très importante qui justifierait le recours aux heures supplémentaires de manière conséquente et l'hiver, une période de très basse activité qui, l'obligerait finalement à faire des demandes, de recours à l'activité partielle. Donc l'annualisation, ça a été mis en place justement, pour avoir un régime adapté à l'activité de son entreprise. Et donc ce régime-là, il peut être mis en place, si, la convention collective le prévoit et si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait signer un accord d'entreprise qui viendrait cadrer, ce régime. Donc là, faut être très vigilant. Moi, en tant qu'employeur, je ne peux pas décider tout seul, de mettre en place l'annualisation du temps de travail. Je dois, d'abord vérifier les dispositions conventionnelles et mettre en place un accord, d'entreprise, le cas échéant. Donc c'est une durée de travail qui sera fixée à l'année avec une référence, moyenne hebdomadaire. Donc par exemple, une référence moyenne, hebdomadaire de 35 heures. Je dois m'assurer que le salarié à la fin de l'année a bien réalisé 1 607 heures de travail effectif. On va vous expliquer comment comment on calcule tout ça par la suite. Et donc l'annualisation, doit être collective. Elle doit s'appliquer à l'entreprise, dans sa globalité ou, du moins, dans un service, à tous les salariés qui sont dans le même service. Il n'y a aucun sens à appliquer ce régime-là à un seul salarié de l'entreprise ou un seul salarié, du service. Pourquoi? On en revient à l'objectif final, c'est quand même d'adapter, le rythme de travail, d'avoir un régime, enfin une durée, un aménagement du temps de travail qui soit adapté au fonctionnement de l'entreprise et non au fonctionnement d'un seul salarié, ça n'a pas de sens. Donc le décompte annuel, c'est le mode de calcul qui est retenu pour évaluer le temps de travail effectif, sur la base de 35 heures par semaine et qui nous permet d'aboutir, à 1 607 heures par an sur une année civile ou autre. Ça, c'est tout à fait possible, il faut une année effectivement de référence. Ça peut être une année civile ou une année, que vous aurez vous-même déterminée. La majeure partie des cas, c'est quand même l'année civile. Donc le calcul est le suivant, donc à partir des 365 jours, sur une année, il faut enlever les 104 jours de repos hebdomadaires, donc souvent, c'est le samedi et le dimanche, les 8 jours, fériés en moyenne, les 25 jours de congés payés, ce qui nous donne 228 jours travaillés sur l'année. On sait que, sur 35 heures par semaine, on a une durée, quotidienne de 7 heures. Donc je fais 228 fois 7, ce qui me donne 1 596 heures par an, qu'on arrondit à 1 600 et on n'oublie pas la journée de solidarité. Donc on ajoute 7 heures à tout ça, ce qui donne 1 607 heures par an de travail effectif. Pour les autres durées de travail, il convient de procéder par proratisation des 1 607 heures. Élément très important qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une rémunération qui est lissée et qui est totalement indépendante des heures que le salarié va effectivement réaliser, d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre. C'est une rémunération qui est lissée, donc tous les mois, le salarié aura la même rémunération, même s'il ne travaille pas, 151 heures 67 sur le mois, qu'il fait par exemple 128 heures sur le mois ou s'il doit faire, 169 heures sur le mois. C'est lissé et en fait, c'est à la fin de la période de référence qu'on va faire le bilan sur les heures, effectuées par le salarié, voir si on a dépassé
ou pas les 1607 heures. Et si on a dépassé, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on paiera les heures supplémentaires majorées. Donc, si je me base sur une période de référence civile du 1er janvier au 31 décembre, ça sera que à la fin de l'année, donc au 31 décembre, que je pourrai voir si le salarié a fait des heures supplémentaires et le payer en conséquence avec la majoration. Bah, merci beaucoup Fanny. Donc, enfin place, notre dernier chapitre consacré donc au forfait largement utilisé, pour les cadres, les commerciaux ou les profils plus autonomes. Mmh. Alors forfait heure ou forfait jour, à qui s'adresse-t-il? Quelles sont les conditions de validité? Et surtout, quels risques si ces dispositifs ne sont pas bien formalisés? Bah, Fanny, tu vas en fait nous guider pour bien choisir et bien sécuriser la mise en place de ces forfaits. Oui, tout à fait. Donc nous allons aborder dans un premier temps les forfaits heures. Donc le forfait heure, il peut être, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Donc il doit être prévu par une convention collective ou un accord d'entreprise. Donc ça, c'est pareil, c'est très important, qu'il y ait une base, conventionnelle et il doit faire l'objet d'une convention, individuelle de forfait en heures. Donc s quand vous mettez en place ce dispositif-là, il faut vraiment être vigilant sur ça. Est-ce que j'ai une base conventionnelle qui me permet de le mettre en place? Oui, non. Attention, je dois bien faire signer en plus de ma base conventionnelle, une convention individuelle de forfait. Pour la convention individuelle de forfait en heures sur l'année, elle ne peut concerner que certains profils. Donc elle peut être appliquée aux cadres dont la nature de leurs fonctions ne leur permet pas, d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, de leur service, ou de l'équipe, à laquelle ils sont, intégrés. Ça peut aussi concerner des salariés qui ont une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention individuelle de forfait, elle va prévoir à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées. Et donc il faut quand même être vigilant parce qu'elle ne doit pas, dépasser la durée, maximale de travail. Par contre, toutes les heures supplémentaires qui auront été prévues dans cette convention, de forfait, individuel de forfait en heures, eh bien, ne sont pas soumises à la règle du contingent annuel qu'on évoquait, enfin précédemment tout au début du webinaire. Donc là, c'est une exception aussi. Ces heures prévues dans le forfait ne sont pas soumises au contingent. Par contre, toutes les heures qui vont être faites au-delà du forfait prévu, eh bien elles seront soumises aux règles du contingent et elles seront, rémunérées dans les conditions tout à fait, habituelles. Donc c'est un dispositif assez particulier. Heu donc à côté de ce dispositif, on a un autre dispositif qui s'appelle le forfait jour, qui est en règle générale plus utilisé que le forfait, en heures. Donc c'est un peu la même chose. Avant de mettre en place le forfait jour, je regarde ma convention collective, je regarde si elle me permet de mettre en place ou pas ce forfait jour et si ce n'est pas le cas, je vais mettre en place un accord d'entreprise. Donc une fois que c'est fait, eh bien, je vais surtout pas oublier de faire signer à mon salarié une convention individuelle de forfait jour, qui sera signée, voilà, donc par lui-même et par l'employeur. Donc quand le salarié, est embauché en forfait jour, souvent on intègre le forfait jour directement dans le contrat de travail. Quand il y a un changement, de durée de travail et que le forfait jour est mis en place plus tard, on fait signer un avenant. Les forfaits jours ne concernent pas tout le monde, ils concernent les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une, réelle autonomie dans l'organisation aussi de leur emploi du temps. Donc le nombre de jours travaillés, est de 218 jours maximum. Il existe des conventions collectives qui prévoient un nombre de jours inférieur, 216 jours, 215 jours. Là, pour le coup, c'est tout à fait possible. Quelle est la contrepartie du forfait jour? Eh bien, le salarié va bénéficier de jours de repos. Il y a un dispositif qui permet aux salariés de renoncer à ces jours de repos, dans les conditions suivantes. Il ne faut surtout pas oublier la signature d'un avenant au préalable qui sera d'ailleurs valable pour l'année en cours.
Les jours, donc cette renonciation permet aux salariés de bénéficier d'une majoration de 10% de ce temps de travail supplémentaire. Et le nombre maximal de jours travaillés sur l'année ne peut pas dépasser 235 jours. Donc ça, voilà, c'est important. Le forfait jour donc, présente des avantages. Il attire les profils de travailleurs qualifiés qui sont en recherche d'autonomie et de responsabilité. Un meilleur équilibre aussi, vie professionnelle, vie personnelle. Pour l'employeur, ça s'apparente aussi une simplification de la gestion des plannings, puisqu'il n'y a pas de contrôle des horaires de travail effectués par les salariés. Et il permet à une entreprise d'optimiser les coûts en évitant les heures supplémentaires, puisque finalement, bah, tous les mois, c'est la même rémunération. Donc en termes de projection, c'est plus facile d'anticiper et d'optimiser les coûts par la suite. Il existe toutefois des inconvénients au forfait jour qui sont non négligeables. Il y a un risque de surcharge de travail puisque le salarié n'a pas d'heures déterminées sur une semaine. Il n'est pas concerné par une durée maximale, même si les repos obligatoires doivent bien évidemment être respectés. Mais comme il a une autonomie, ça peut être plus compliqué de surveiller, euh, d'être vigilant sur une surcharge de travail, bien que on le verra par la suite, lorsque le forfait jour est mis en place, que ce soit par la convention ou un accord d'entreprise, il y a une obligation de prévoir les modalités de suivi de la charge de travail de ses salariés. Donc ça, c'est important aussi. Il y a des difficultés à suivre le travail réalisé. En tant qu'employeur, ça peut être compliqué parce que 2 salariés, sont au forfait jour. L'un va faire, finalement beaucoup d'heures, va être très investi. L'autre est en forfait jour, mais finalement va moins travailler. Comme on n'est pas en heures de travail, on ne peut pas quantifier le temps passé des salariés, le suivi, du travail réalisé peut être plus complexe. Et aussi un aspect qui est non négligeable et qui est plutôt rattaché à la paye, c'est qu'il ne permet pas de bénéficier des exonérations sociales et fiscales qui sont applicables aux heures supplémentaires. Je donne un exemple, un salarié, qui est à 40 heures, et un autre salarié qui sera au forfait jour, ils ont la même rémunération brute, ils n'auront pas la même rémunération nette. Le salarié qui sera payé au forfait jour aura un net, inférieur au salarié qui aura une rémunération avec des heures supplémentaires. Et les charges pour l'employeur sont effectivement aussi différentes. Donc, c'est un système, un régime qui coûte plus cher. Donc, comme évoqué précédemment, le forfait jour doit être mis en place par une convention collective ou un accord d'entreprise. Lorsque c'est mis en place, il faut être vigilant, il faut qu'il y ait des clauses obligatoires qui soient bien respectées, notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait. Par exemple, il y a des conventions collectives qui réservent le forfait jour à certaines catégories de salariés qui sont déterminées en fonction de la classification. Peut-être, par exemple, les cadres niveau 3. Enfin voilà, vraiment, il faut être très très vigilant à ça parce que si j'applique, si je fais signer à mon salarié une convention individuelle de forfait et finalement il est agent de maîtrise et que la convention collective prévoit le forfait jour mais uniquement pour les cadres, je suis hors fondement juridique. Je ne peux pas me prévaloir des dispositions conventionnelles puisque je ne les respecte pas. Donc là, il faut faire très, très attention. La période de référence du forfait. Donc ça sera souvent la période, l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours compris dans le forfait, c'est ce qu'on évoquait précédemment, c'est 218 jours le nombre maximum, mais ça peut être moins. Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Et les clauses qui viennent garantir aux salariés le droit à la santé et au repos. Donc, en fait, concrètement, il va falloir déterminer la manière, enfin, l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que voilà, l'organisation du travail dans l'entreprise et enfin le droit à la déconnexion.
La Cour de cassation se montre particulièrement euh, stricte. Elle va vraiment veiller au respect de ces clauses-là. Elle a déjà invalidé des dispositions relevant de conventions collectives, notamment par exemple l'automobile, où elle a estimé notamment que que le cadre lié à la charge de travail n'était pas suffisamment déterminé. Et dans ces cas-là, elle invalide les dispositions conventionnelles et les employeurs qui ont conclu des conventions individuelles de forfait sur cette base-là sont en difficulté, puisque si la convention, les dispositions conventionnelles tombent, la convention individuelle de forfait est nulle aussi. Et donc, si elle est nulle, on part du principe que le salarié est à 35 heures et que toutes les heures qu'il aura faites au-delà fera l'objet enfin, sera traité en heures supplémentaires avec une majoration qui sera due au salarié. Donc, rattrapage du salaire, etc. Ça peut aussi mettre les employeurs dans une position très délicate. Pour calculer le nombre de jours de repos sur l'année 2025, vous vous souvenez ce que j'ai dit précédemment, la contrepartie du forfait jour, c'est l'octroi pour le salarié de jours de repos. Donc en fait, on prend les 365 jours sur l'année, euh, on soustrait à ces 365 jours 218 jours, donc le forfait, plus les 104 jours de week-end, samedi, dimanche, plus les 25 jours de congés payés et plus les 10 jours fériés au titre de cette année 2025. Ça nous donne le nombre de 8. Donc, au titre de l'année 2025, les salariés au forfait jour pourront bénéficier de 8 jours de repos. Euh, voilà, 8 jours de repos au titre de l'année complète. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Déborah, est-ce que les participants ont été actifs au niveau de leur participation et est-ce qu'il reste encore des questions en suspens de ton côté? Oui, merci. On a eu pas mal de questions. On n'en a pas en attente, donc n'hésitez pas si une question vous revient. Donc n'hésitez pas, pour ça vous avez soit l'onglet conversation, soit l'onglet QR en haut de votre écran pour poser directement vos questions à Fanny et Déborah. On voit bien que ce webinaire, en fait, nous aura permis vraiment de mesurer à quel point le temps de travail est un terrain à la fois technique, réglementé et finalement très exposé. Une erreur d'interprétation, un oubli dans le contrat, une mauvaise gestion des dépassements et c'est un peu le risque de contentieux qui guette. Alors c'est pourquoi notre équipe conseil composée voilà, de jurys spécialisés en droit social vous accompagne chaque jour à la fois pour rédiger, valider vos contrats de travail, vos avenants, vos accords d'entreprise et vos actes juridiques, pour sécuriser bien sûr vos pratiques RH au quotidien et surtout être certain de leur conformité légale. Et surtout, la conclusion de tout ça, c'est de prévenir les risques de litige. Est-ce qu'on a des questions qui sont retombées entre-temps? Je vois que ça s'active un petit peu, Déborah. On en a eu une. Alors, y a-t-il des spécificités des heures complémentaires dans les CDD d'usage du spectacle, Fanny? Eh bien, en fait, dans ces cas-là, si c'est une spécificité pour les CDD d'usage du spectacle, nous irons voir la convention collective, puisque qui dit spécificité d'un secteur d'activité, dit forcément disposition conventionnelle. Donc, nous regarderons la convention collective qui s'applique à votre entreprise et nous reviendrons vers vous pour vous apporter des précisions ultérieurement. Merci, Fanny. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si tu l'as abordée, mais il existe aussi la convention de forfait jour réduit. Pouvez-vous nous Oui. expliquer rapidement? Oui, tout à fait. Donc, en fait, cette convention de forfait jour réduit, c'est par exemple une convention. Alors, mes dispositions conventionnelles me permettent d'aller jusqu'à 218 jours de travail sur l'année. Eh bien, mon salarié souhaite travailler moins. Eh bien, rien ne m'empêche, dès lors que les dispositions conventionnelles me le permettent, c'est-à-dire que la convention collective me dit le salarié pourra travailler jusqu'à 218 jours sur l'année. Ça sous-entend que je peux travailler moins. Et dans ces cas-là, je signe une convention individuelle de forfait avec mon salarié pour prévoir un nombre inférieur à 218 jours. Donc, par exemple, ça peut être 205 jours travaillés. Alors attention, on nous parle souvent et nous, on n'est
pas d'accord avec ce terme. Le forfait jour réduit, ce n'est pas du temps partiel. C'est un peu la logique de Exactement. on a les 218 jours, on travaille moins que 218 jours, c'est du réduit, mais il y a un abus de langage où on va les assimiler à des salariés à temps partiel alors que ce n'est pas le cas du tout. On peut voir aussi le forfait jour réduit, ça peut s'appliquer, notamment, dans le cadre des congés parental, du congé parental, lorsqu'une salariée revient, suite à un congé, maternité, après un congé, parental partiel, et elle demande à être au forfait jour réduit. Dans ces cas-là, on fait signer un avenant, pour déterminer surtout le nombre de jours d travaillés. Ça par contre, réduit, c'est bien, mais il faut fixer le nombre de jours travaillés sur l'année. Merci Fanny. Pas d'autres questions. Bah, merci beaucoup pour vos questions. Donc, vous avez compris, n'hésitez pas à faire appel à l'expertise et à l'accompagnement personnalisé de notre équipe conseil pour répondre à vos questions, rédiger vos actes juridiques ou simplement lever un doute. Vous allez voir, les tarifs proposés en plus sont hyper compétitifs. Vous allez pouvoir gagner du temps et vraiment limiter le risque de contentieux. Pour les contacter, vous le voyez à l'écran, c'est hyper simple. Une seule adresse mail, conseil au singulier, paye-du-6 rh.com. Merci à tous pour votre participation à notre webinaire voilà, qui touche à sa fin. Vous allez recevoir très rapidement dans vos boîtes mail à la fois le replay de ce webinaire et l'ensemble de nos fiches pratiques sur le thème de la gestion du temps de travail. Pour ceux qui souhaiteraient en fait en savoir plus ou approfondir tous ces dispositifs, je vous invite également à vous inscrire donc à la prochaine formation de la PRH Academy, donc consacrée au temps de travail, pour comprendre en fait les enjeux pratiques et réglementaires pour l'adapter à votre activité. Il reste encore des places disponibles pour les prochaines sessions. Ça va vous permettre, comme on l'a vu, en fait, de catégoriser donc, les durées de travail et surtout le cadre légal, de pouvoir traiter les heures complémentaires et supplémentaires donc en paye, distinguer donc les durées et temps de travail spécifiques et enfin adapter le temps de travail à votre activité et derrière, bien sûr, mesurer l'impact de la gestion du temps de travail sur votre politique QVCT. Concernant notre prochain webinaire, on vous donne rendez-vous donc le 22 juillet, toujours sur Teams à 11h30 pour aborder donc le thème des sanctions disciplinaires. On vous partagera bien sûr le lien d'inscription donc dans le mail de retour avec le replay de ce webinaire. Merci Fanny, merci Déborah pour le partage de votre expertise. Merci à vous. Eh ben, nos équipes restent à votre disposition en fait, pour répondre à vos questions et vous accompagner donc, au plus proche de vos besoins. N'hésitez pas à les solliciter. On vous souhaite une très belle fin de journée et un très bon appétit. Merci beaucoup et à très vite. À Merci, bonne bientôt. journée. Au revoir.